CFA est indéniablement la cause absolue de la misère chronique des Africains francophones. Créé en 1945 par le général de Gaulle pour enrichir la France et appauvrir les États africains francophones en les dépouillant et en les maintenant sous le joug colonial français, sans aucune possibilité d'affranchissement, le franc des colonies françaises d'Afrique, en sigle CFA, est une monnaie coloniale d'origine nazie qui étrangle impitoyablement et scandaleusement les Africains francophones maintenus à l'état d'esclavage vis-à-vis de la France. Les utilisateurs du franc CFA ne semblent même pas se douter du degré de nocivité de cette monnaie qui leur est férocement imposée comme une camisole de force ou une chaîne d'esclaves au cou. Pour comprendre tous les mécanismes ahurissants et la nuisibilité du franc CFA, l'équipe de Zedodo a rencontré M. Nicolas Angbou, professeur des sciences et techniques économiques en France, un éminent économiste qui invite tous les utilisateurs de cette monnaie nocive qu'est le franc CFA à un éveil de conscience collectif. Avant l'exposé du professeur Nicolas Angbou, Zedodo vous propose d'abord d'écouter la vie d'un Africain utilisateur du franc CFA ayant requis l'anonymat. Et merci beaucoup de nous accorder ce petit moment d'entretien concernant le franc CFA. Donc il se trouve aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour diagnostiquer le mal économique qui sévit l'Afrique. Et puis le franc CFA, donc dans ce diagnostic, le franc CFA est indexé comme étant le principal vecteur du mal économique de l'Afrique francophone. L'Afrique francophone qui est la partie du monde colonisée par la France. Donc l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui sont toutes deux des anciennes colonies françaises. Donc parmi les économistes qui débattent de ce sujet qui est le franc CFA, il y en a qui demandent à ce que les États africains francophones puissent avoir leur propre monnaie, même s'ils n'ont pas une monnaie unique, mais que chaque État africain puisse avoir sa propre monnaie. Et d'autres qui pensent qu'il y a d'autres moyens, garder le CFA sous d'autres conditions. D'accord? Alors, donc vous, Monsieur X, qu'en pensez-vous? Est-ce que les Africains utilisateurs du franc CFA ont-ils intérêt à continuer à utiliser cette monnaie ou pas? Alors, la question, si j'ai bien compris, elle est double. D'abord, est-ce que les Africains ont la capacité de se doter de leur propre outil financier, ou est-ce qu'ils doivent continuer, donc, dans un deuxième temps, à utiliser la monnaie, finalement, qui leur revient cher, puisqu'elle est éditée par la France et elle est garantie par la Banque de France. Bon, concrètement, je vais plutôt commencer par la deuxième question. Non, les Africains ne doivent pas continuer à utiliser cette monnaie-là. Parce que d'aucuns savent que aujourd'hui, la moindre petite production en Europe revient cher. Et du fait que la monnaie africaine soit frappée par la Banque de France, il y a un coût là-dessus. Il y a un coût là-dessus, puisque de toutes les façons, on sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu vas dans les pays africains, un exemple simple, tous les billets deviennent vraiment des linges qu'on pourrait jeter à la poubelle. Mais comme, effectivement, la monnaie n'est pas produite en tant que besoin, les Africains sont obligés de continuer avec ça. Donc, il y a un coût pour éditer une monnaie. Deuxièmement, non, les Africains ne doivent pas continuer à l'utiliser parce que il est clair que le fait même, ça se passe au niveau des échanges internationaux. Quel que soit ce qui est vendu par les Africains, il faut que ça passe, les devises qui devaient revenir aux pays africains doivent passer par la Banque de France. Évidemment, c'est une stratégie qui a été mise en place de telle sorte que
évidemment, comme les pays africains sont toujours très endettés, hein, c'est une garantie que leurs transactions vont se faire dans des bonnes conditions et que, partant d'ailleurs, non seulement quand il faut payer les créanciers, la Banque de France peut directement payer les créanciers, mais également au passage, évidemment, compte tenu de la gestion de ces transactions-là, ben, il se récupère un bon pourcentage. Et alors que quand on voit bien, les pays africains, aujourd'hui, la plupart des pays européens vont en Afrique pour rechercher de la matière première. Aussi brute soit-elle la matière première, elle a une valeur importante. Et du coup, les Africains pourraient garantir leurs propres transactions financières et monétaires de telle sorte que et pour cela, ils doivent avoir une monnaie qui soit locale, évidemment, soit régionale, hein, puisqu'ils peuvent mutualiser leurs économies régionales pour pouvoir sortir totalement de la dépendance de la France. En ce moment-là, s'ils créent par exemple une banque qui va garantir leurs transactions, mais au moins c'est eux qui géreront cette banque-là. Voilà. Mais en somme, les Africains, ils ont de bonnes raisons et de raisons très valables pour sortir du franc CFA, qui finalement, au gré de la France, quand la France veut se créer de la richesse, ben, il dévalue cette monnaie-là de telle sorte que les Africains continuent toujours à vendre leurs marchandises à perte. Puisque finalement, comment je peux dire, puisque finalement, le fait de dévaluer la monnaie, eh ben, c'est les richesses nationales qui n'ont plus de valeur. Et pour finalement les vendre, il faut vendre davantage pour avoir le même niveau de revenus, si on peut parler ainsi. Alors, si, donc, comme vous, de votre point de vue, vous rejoignez le courant des économistes qui pensent que les Africains francophones utilisateurs du franc CFA doivent absolument avoir leur propre monnaie pour la survie de leurs économies et pour le développement de leur pays. Alors, s'il en est ainsi, sachant que le franc CFA, tel que vous décrivez les choses et tel que tous les économistes de ce courant décrivent, tous ceux qui sont concernés décrivent les choses, la France a absolument besoin de franc CFA pour maintenir son économie. Sinon, c'est une catastrophe pour la France. Alors, pensez-vous que la France permettra ou bien laissera les Africains avoir leur propre monnaie sans qu'elle n'ait créé des situations de crise incommensurables en Afrique francophone pour chercher des prétextes à maintenir cette monnaie là-bas? Ben, on connaît les Européens utilisent depuis très longtemps en Afrique cette formule qui consiste à diviser pour mieux régner. Ils ont toujours eu peur de deux choses. Premièrement, que les Africains puissent se réunir. Vous vous souvenez qu'il y a eu plusieurs tentatives de création des États-Unis d'Afrique. Il y a toujours le dernier qui a essayé encore de promouvoir, après l'époque d'Kwame Nkrumah, le dernier qui a essayé de promouvoir cette idée, donc en la personne de Kadhafi. Vous connaissez toutes les raisons qu'ils vont trouver pour le descendre. Donc, dans tous les cas, les Français vont toujours faire de telle sorte que ce moyen de revenu-là puisse toujours être à leur disposition. Ils vont créer des troubles. Ça, il faut s'y attendre. Mais je pense que, et à défaut des troubles, et c'est là d'ailleurs que si les États africains étaient intelligents, ils devaient les emmener, parce que à défaut de créer des troubles, il faudra leur proposer des compensations, parce que quoi qu'il en soit, ils ne lâcheront pas comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des crises, évidemment, ils favorisent, et d'ailleurs, ils aident les Africains à mettre en place cette monnaie unique. Les États africains doivent proposer en ce moment-là des compensations qui ne doivent pas être à hauteur de ce qu'ils payent maintenant pour toutes les transactions, mais qui pourraient être graduées, c'est-à-dire qu'au bout d'ici 10 ans ou 15 ans, hein, ces compensations, ça s'arrêtera de telle sorte que ce sera une façon pour la France de se retourner en sorte par rapport à ses économies pour qu'ils trouvent des solutions ailleurs. Mais quoi qu'il en soit,
il faut s'attendre à ce que les Français, à défaut par voie d'usure d'empêcher cette production de monnaie unique par les Africains, ils vont certainement demander des compensations. Et le moindre mal pour nous, c'est de les emmener. Et il faudra accepter ces compensations d'une façon ou d'une autre. Sinon, effectivement, si on dit catégoriquement, maintenant ça suffit, c'est là, effectivement, peut-être que les Européens, en général, parce qu'aujourd'hui, il faut parler de l'Europe. Tous les Européens, maintenant, essayent parfois de revaloriser leur monnaie interne à partir, justement, de tout ce qu'ils peuvent tirer de l'Afrique. Donc, les Européens ne lâcheront pas comme ça. Mais pourquoi vous parlez de compensation de l'Afrique? Est-ce que vous ne pensez pas que la France a suffisamment fait de mal aux Africains et à l'Afrique? Pourquoi les Africains doivent-ils toujours payer? Qu'est-ce qu'ils doivent à la France pour pouvoir compenser? Puisqu'en ce moment même, il y a des capitaux, d'énormes capitaux africains qui sont ici, en France, sous la direction de la France, et la France en fait ce qu'elle veut. Et qu'est-ce que les Africains doivent encore à la France pour qu'elle puisse avoir à payer des compensations pour pouvoir être autonome du point de vue monétaire? Qu'est-ce que c'est que cette dette ou bien ce lien-là qui impose aux Africains de rester sous la domination de la France, et que s'ils doivent partir, il faut qu'ils payent des compensations? Qu'est-ce que c'est la première question que vous avez posée tout à l'heure apporte la réponse en fait à cette autre question que vous venez de poser, pour la simple raison que aujourd'hui, les capitaux qui circulent entre l'Afrique et la France, cette circulation se fait de manière illicite. Donc vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, il y a des capitaux en France qui pourraient par exemple justifier le fait qu'aujourd'hui on peut couper cette relation avec le franc CFA. Non. Quand je disais que la première question porte la réponse, parce qu'en fait, il y a deux choses. Ou bien on accepte de se battre frontalement avec les Européens, sachant que nous n'avons pas les moyens militaires, parce que eux, si effectivement on leur prive de ce revenu financier, parce que pour eux c'est un revenu financier non moins négligeable, alors ils vont tout faire pour créer des foyers de guerre. Ça, il faut s'y attendre. L'histoire de se séparer progressivement, pour moi, consiste à donner cette compensation, mais pas de manière éternelle. C'est histoire de dire à la France, maintenant, on fait les choses de manière transparente. Nous créons notre monnaie, nous savons que vous avez un manque à gagner, on se fixe les termes d'épongement de cette situation-là. On éponge cette situation-là, maintenant, on se fixe, disons, 10 ans ou 15 ans. Non plus en se portant comme garant des transactions commerciales des Africains, mais en les accompagnant simplement progressivement dans la maîtrise de leur monnaie. Et ça a un coût non négligeable aussi, parce que je ne pense pas que certains États africains aujourd'hui soient matures pour mettre en place un système financier qui soit stable, et moins encore au niveau des nations africaines, au niveau de l'ensemble des nations africaines. Donc, il faut un accompagnement. On parle des nations africaines francophones. Des voilà, États francophones. Okay. C'est pour ça que, par rapport à ce revenu qui va leur manquer, évidemment, il faut faire les choses de façon transparente en disant, nous dénonçons nos anciens accords, nous voulons mettre en place notre propre monnaie, mais vous nous accompagnez, on va payer les fonds et les frais qui vont avec, au bout d'un certain temps, jusqu'à ce que nous ayons la maturité nous-mêmes de conduire notre système financier. Ce n'est pas une histoire de dire, parce que si l'activité, la chose frontale consiste à dire, puisque vous nous avez suffisamment exploité, maintenant on arrête, je pense que ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop. J'ai l'impression que les Africains ne feront rien, puisqu'il faudra toujours penser à la France, à la France, à la France. Quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire? Dans un certain sens, en fait, on avait raté le coach en acceptant les thèmes de l'indépendance que De Gaulle avait mis en place. Certains pays l'avaient refusé parce qu'ils avaient compris la stratégie que De Gaulle mettait en place. Il n'y avait aucun transfert de technologie, aucun transfert d'autonomie, ni politique, ni économique. Aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que les intérêts de la France prévalent en Afrique.
C'est maintenant aux Africains maintenant d'être intelligents pour voir dans quelle mesure ils peuvent récupérer leur autonomie. On ne parle pas plus ni plus ni moins que d'indépendance, qu'on n'a jamais eu en réalité. Et dans cette affaire-là, elle ne peut pas se faire de manière, c'est-à-dire que la séparation, comme dans un divorce, ne peut pas se faire de manière frontale. Ce sont les Africains qui seront les perdants. La seule façon maintenant de penser aux intérêts des Africains, c'est de faire en sorte que le divorce puisse se faire progressivement. Et seulement au bout d'ici, mettons 10 ans, 15 ans, ça dépend des échelles qui pourront être fixées, mais ça ne doit pas aller au-delà de 20 ans quand même. Les transactions pourront être garanties par une banque africaine qui soit totalement autonome. Parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être me dire qu'il existe des banques comme la Banque africaine de développement. Mais quand vous voyez la Banque africaine de développement, il y a des capitaux des étrangers dedans. Donc ça signifie que elle est appelée Banque africaine de développement, mais dans le conseil d'administration, il y a des Européens, il y a des Américains qui participent à cette banque. Pourquoi? Parce qu'ils sont financeurs. Ce n'est pas le fait d'être financeur qui est récusable en soi, mais le fait même que les grandes décisions de gestion de cette banque-là sont souvent aux mains de ce conseil d'administration qui sont dirigés par les Occidentaux. En conséquence, quoi qu'il en soit, ce n'est pas à la France de penser aux intérêts des Africains. C'est les Africains qui doivent penser à leurs intérêts, tout comme les Français en particulier pensent à leurs intérêts. Maintenant, on est dans un état de divorce. Et dans un état de divorce, c'est celui qui est plus fort qui gagne, c'est celui qui a l'avocat le plus rusé qui gagne. Et je ne pense pas que nous, au niveau de l'Afrique, on ait ces atouts-là. C'est pour ça que dans notre démarche, il faudra entreprendre une négociation. La négociation passe par le paiement de ce qu'il faut pour qu'on puisse être libéré. Visiblement, la remarque qui saute aux yeux, quand on regarde les pays africains anglophones et les pays africains francophones, la remarque qui saute aux yeux, c'est que les pays qui ont été sous domination et qui sont encore sous domination française sont les pays les plus pauvres en Afrique et peut-être même au monde. Et les pays qui ont été colonisés par les Anglais, donc les Anglais et puis d'autres. Les Allemands. Voilà, les autres, les Allemands, les Portugais, sont des pays qui avancent technologiquement, qui avancent très bien. Donc est-ce qu'on peut dire que la France est le pire allié qu'on puisse avoir? C'est une puissance avec laquelle il ne faut pas négocier du tout, parce qu'elle ne souhaiterait jamais vous développer. Quand on essaie de voir l'état des pays africains francophones aujourd'hui, ce sont les pays les plus pauvres au monde où il manque de l'eau à boire pour les citoyens. Est-ce qu'on peut dire que la France est le pire des partenaires? Attention, ne mélangeons pas toutes les choses. C'est vrai, d'aucuns fait le constat que les pays africains qui ont été sous domination coloniale française sont les plus pauvres aujourd'hui. C'est une réalité. Mais le fait, dans ces mêmes pays francophones aujourd'hui, il y a quand même des richesses qui rentrent et qui pouvaient permettre d'assurer aux habitants le minimum vital, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et les soins. Mais les derniers dictateurs africains se trouvent dans des pays francophones. Il y a un problème. Mais non, le problème c'est que on sait tous que c'est les préfets des Occidentaux, mais ils sont là pour garantir que les Français, en l'occurrence, puissent continuer à exploiter les richesses nationales de ces pays-là. Mais ils n'empêchent pas le fait de créer, par exemple, une adduction d'eau. Ils n'empêchent pas le fait de se doter d'un outil de santé adéquat. Donc ne faisons pas d'amalgame à ce niveau-là, parce que aussi bien pour le système monétaire que pour le développement de ces pays, il y a une grande partie de responsabilité des Africains eux-mêmes. Ce n'est pas des grands pays de toute façon, quelle que soit la grandeur d'un pays, en se donnant des objectifs et en faisant le travail comme il faut, on peut arriver à attribuer, par exemple, les conditions de vie minimum à tout le monde, à toutes les populations. Vous prenez un pays comme le Congo, il y a moins de 4 millions d'habitants et la plupart de ces habitants sont concentrés dans les villes. On a les principales villes, c'est très facile de mettre un système d'adduction et de répartition de l'eau à tout le monde. D'un autre côté, aujourd'hui, les technologies sont disponibles dans le marché sans être obligé de créer des grands barrages.
Au Congo, il en existe des grands barrages. Mais après, est-ce qu'on s'assure que tout le peuple congolais puisse disposer de cette électricité, puisque ça devient encore plutôt un outil de géopolitique interne. Quant aux médicaments, aujourd'hui, vous savez qu'au laboratoire national à Brazzaville, on produisait par exemple l'aspirine et la nivaquine. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais est-ce que c'est le blanc qui a fait qu'on ne puisse plus produire cette nivaquine au Congo? Ou est-ce que c'est l'argent qui manque pour subventionner les produits médicaux aujourd'hui pour que la population puisse se soigner à bon frais? Non, attention, ne faisons pas d'amalgame. Les présidents africains sont les préfets de la France qui garantissent l'exploitation des richesses nationales à la France, mais ils sont responsables de la mauvaise qualité de vie des populations. On parle bien des présidents africains francophones. Je parle toujours des présidents africains francophones, quand bien même dans les autres pays aussi, il y a aussi quelquefois les mêmes problèmes. Mais là, nous sommes effectivement en Afrique francophone, en Afrique centrale en particulier. Écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet instant. Peut-être que vous avez un dernier mot à propos de tout ceci pour les personnes qui vont nous suivre. En tout cas, merci de m'avoir donné cette parole-là. On n'a pas souvent beaucoup d'occasion de s'exprimer, sinon souvent sous forme de bouderie en famille ou entre amis. C'est l'occasion effectivement de s'exprimer. Mais le dernier mot que je puisse dire, c'est de demander aux Africains de se réveiller, car il y a une chose qu'il faut savoir. Les Européens, les Asiatiques, ils sont arrivés aujourd'hui à mettre en évidence le fait que tous les hommes viennent de l'Afrique. Et le foyer même génétique qu'ils ont défini se trouve autour de la région du Grand Lac, incluant bien sûr le départ des grands cours d'eau comme le Nil, le Congo, la région des Grands Lacs donc, que vous connaissez, qui se trouve entre la Tanzanie, le Zaïre, l'Ouganda. Donc ce serait là le foyer génétique des populations aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils ne se sont pas développés sans qu'il y ait une racine. Au niveau, bien sûr, technologique, au niveau de la connaissance, au niveau de la science, au niveau de la physique. Puisque on sait très bien, selon certains livres qui ont été écrits naturellement par des écrivains africains, que les plus grandes figures de l'histoire de l'Europe allaient en Égypte pharaonique. Et quand je parle de l'Égypte pharaonique, ce n'est pas le sphinx avec un nez aquilin, mais l'Égypte pharaonique avec un nez négroïde. Donc ça veut dire que la connaissance appartient aux Africains. Il est clair que nous avons subi plusieurs centaines d'années de colonisation qui nous ont annihilés totalement, mais il est grand temps de comprendre que c'est nous qui détenons la connaissance puisque nous sommes la source. Et nanti de cette connaissance-là, il faut redresser le visage en disant que nous sommes capables. Parce que parfois, on ne se sent pas capable, simplement parce qu'on a un complexe d'infériorité, mais on est capable. Donc, on peut rapidement développer nos pays. On n'a pas besoin de passer par toutes les étapes par lesquelles les Occidentaux sont passés pour arriver à l'état où ils sont aujourd'hui, de démocratie. Même si ce n'est pas une réelle démocratie. On voit même de temps en temps comment ils essaient de la jeter aux orties, cette fameuse démocratie. Mais, à cette occasion, moi je dis aux Africains, réveillez-vous, vous avez la connaissance. Expliquez aux jeunes Congolais, par exemple, que quand les Occidentaux sont arrivés à Brazzaville, ils ont trouvé une structure d'État avec un royaume qui fonctionnait. Les enfants aujourd'hui ne savent pas qu'au Congo-Brazzaville, avant que les colons ne viennent, on fabriquait du fer, on utilisait du fer. Aucun enfant d'aujourd'hui ne le sait ou ne peut fabriquer du fer par lui-même puisqu'il ne jure plus que par ce que fabrique l'Occident. Mais ça veut dire qu'on est capable. Retrouvons nos ressources, retrouvons notre capacité, sachant que les Occidentaux nous ont toujours envié une chose. Nous sommes bien bâtis, nous sommes vigoureux, nous sommes forts. Alors, est-ce que c'est l'intelligence qui nous manquerait? Je ne pense pas. Voilà. Écoutez, monsieur, nous vous remercions beaucoup pour ces conseils précieux. Et donc, nous vous souhaitons une très très bonne soirée et à la prochaine. Merci, madame. Merci beaucoup.
Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre programme Tous Azimuts. Donc comme toujours, vous savez que Dodo qui est un magazine, votre nouvelle plateforme de libre expression, qui a pour objet de parler aux Africains, de discuter avec les Africains sur ce qui les concerne, sur leurs problèmes sociaux, leurs problèmes politiques, leurs problèmes culturels, tous les problèmes qui concernent l'Africain. Donc aujourd'hui, dans le programme d'aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie, nous allons parler de l'économie de l'Afrique en général et d'une partie de l'Afrique qui est la partie francophone en particulier. On sait que l'économie, comme on dit, la politique est l'expression concentrée de l'économie. Donc si votre économie va mal, votre politique ira forcément mal. Et donc on essaie de voir ces pays francophones. Qu'est-ce qui fait que 54 ans, parce que la plupart de ces pays francophones viennent aujourd'hui de célébrer leurs indépendances, plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle d'indépendance. Donc ils ont célébré chacun à sa façon, mais en grande forme. Donc ces pays-là s'estiment indépendants. Aujourd'hui, quand on voit pour des pays indépendants, il y a beaucoup de choses à dire. Donc ces choses à dire, ça fait partie de notre discussion d'aujourd'hui, et ces choses à dire sont en général liées à l'économie. Les Africains aujourd'hui sont soumis à des attaques, des violentes attaques sur tous les points, sur le plan identitaire, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique. Et donc en gros sur le plan social, les Africains sont enfoncés dans des attaques violentes et ils nagent dans ces attaques sans savoir qu'ils sont attaqués de toutes parts. Et ce sont ces Africains-là qui, après avoir subi plus de 400 ans de domination, de toutes sortes, donc de traite négrière, de colonisation, et à peine 50 ans, on demande à ces Africains d'être développés sans avoir les structures de développement mises en place, malgré les traités qu'ils ont eus après leurs indépendances, puisqu'il y a eu des traités pour les accompagner dans leurs indépendances. Donc aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que l'Afrique d'aujourd'hui, indépendante, a la possibilité de se dire indépendante réellement? Alors, pour discuter de ça, nous allons partir vers la monnaie de cette partie de l'Afrique. Et pour parler de cette monnaie qui est aujourd'hui utilisée dans la zone francophone d'Afrique, parce que c'est la zone qui nous concerne aujourd'hui, les anciennes colonies françaises qui utilisent une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Nous avons tenu à rencontrer un éminent économiste, M. Nicolas Agbohou, qui est professeur de sciences techniques et économiques en France. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les francs CFA et l'euro contre l'Afrique ». Donc M. Nicolas Agbohou va nous parler effectivement de cette indépendance que l'Afrique a aujourd'hui. Est-ce qu'elle est effective ou non? Donc découvrons M. Agbohou. Bonjour M. Nicolas Agbohou. Bonjour madame. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette rencontre. Nous vous remercions d'avoir fait ce déplacement jusqu'à ici. La première question, parce qu'en lisant votre livre, on voit que vous êtes vraiment dans un engagement de conscientisation des usagers du franc CFA pour qu'ils comprennent ce qu'est leur monnaie, n'est-ce pas? Et donc, en lisant ça, je me demande, est-ce que vous êtes seul dans ce combat ou vous avez d'autres économistes, africains avec vous dans ce combat? Bien, merci d'abord de me donner l'occasion d'expliquer ce que c'est le franc CFA. Mais pour répondre à votre question, il faut dire tout de suite que ici, en France, nous sommes deux à travailler sur la question du franc CFA. C'est-à-dire François Ndjongwe du Cameroun, qui a fait la préface de la dernière édition du livre. Évidemment, il existe d'autres économistes qui en parlent un peu partout dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. Mais c'est au lecteur d'apprécier comment ils en parlent. Tout simplement parce que le franc CFA n'est pas enseigné ni en France ni en Afrique. Voilà. Donc, je crois que pour répondre de façon très simple à votre question, nous sommes une équipe de 2 personnes. D'accord.
Voilà. Alors, donc, si vous êtes une équipe de 2 personnes, ça fait déjà le pluriel. Et si vous dites qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le combat à travers le monde, c'est une très bonne chose. Maintenant, aujourd'hui, on va dire le franc CFA, parce que les utilisateurs du franc CFA, ils utilisent le franc CFA sans savoir ce que c'est. Le franc CFA, qu'est-ce que c'est? Bon. J'en ai ici, donc je vais le sortir, mais qu'est-ce que c'est le franc CFA? Alors, le franc CFA, on peut faire toujours une genèse, mais il faut pour le citoyen lambda pour lequel nous faisons justement cette rencontre, le franc CFA veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Une monnaie qui a été inventée par et pour les colons le 25 décembre 1945, conformément à l'article 3 du décret 45-01-36, et ceci par le général de Gaulle. Le franc CFA, dans son aspect qui est méconnu, est d'origine nazie. C'est-à-dire que si le général de Gaulle est le père du franc CFA, le grand-père du franc CFA est Hermann Göring, un Allemand. Disons même Hitler, puisqu'il était le ministre de l'économie et des finances d'Adolf Hitler. C'est-à-dire que le franc CFA est le vecteur du nazisme monétaire que la France a connu. Comment se manifeste le nazisme monétaire? Le nazisme monétaire dont la France et les autres pays vassalisés par l'Allemagne est connu, c'est qu'il y a 4 manières. Première manière, c'est que quand les Allemands nazis viennent prendre un pays, eh bien, ils s'installent au cœur du système financier du pays vassalisé. Deuxièmement, les Allemands dévaluent la monnaie locale qu'ils ont trouvée sur place pour se donner un grand pouvoir d'achat. Troisièmement, les nazis enlèvent la monnaie locale et ils mettent une monnaie purement coloniale qu'ils contrôlent. Et enfin, quatrièmement, les Allemands ont inventé ce qu'on appelle le clearing, qui est un système qui permettait justement aux Allemands de s'enrichir sur le dos des pays comme la France, c'est-à-dire obliger, par exemple, la France à exporter vers elle des biens dont l'Allemagne a besoin, mais au lieu de payer la France, l'Allemagne crée à Berlin un compte spécial qu'on appelle, disons, c'est ce qu'on appelle le clearing. Et au lieu de les payer, l'Allemagne prend son stylo, met un signe plus sur ce compte. C'est ce qu'on appelle créditer un compte. Et lorsque le pays comme la France veut utiliser l'argent qui est disponible pour elle en Allemagne, il lui fallait remplir 2 conditions. Première condition, que la France importe des produits en provenance de l'Allemagne. Deuxième condition et la plus grave, que la France ait l'autorisation préalable de Hitler. Autorisation que Hitler n'a jamais donnée. Par contre, la France était obligée d'exporter toujours. Et c'est comme ça que l'Allemagne a pu piller méthodiquement les pays mis sous sa domination, donc la France. Lorsqu'elle a été libérée en 1945 du nazisme allemand, et ceci grâce au concours des Africains, eh bien, la France du général de Gaulle a appliqué automatiquement en 1945 le même nazisme monétaire aux Africains jusqu'à l'instant où nous parlons. Les Africains qui l'ont libéré du nazisme. Voilà. Donc la question, pour mieux éclairer nos compatriotes, on peut se dire comment fonctionne, si vous le permettez, la zone franc CFA. Et nous verrons qu'à travers tout le système dont nous allons parler, c'est le même nazisme monétaire qui s'applique. La zone franc CFA fonctionne de la manière suivante. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les institutions et de l'autre côté les 4 principes. Donc cette première partie de notre conversation, c'est ce que moi j'appelle le diagnostic. Et après avoir diagnostiqué le mal, dans la deuxième grande partie, il faudra proposer les solutions. Voilà. Donc, si vous me le permettez, peut-être nous allons parler des institutions. Au niveau des institutions, il y a ce qu'on appelle les 3 institutions qui sont la conférence des chefs d'État, le conseil des ministres et les 3 banques centrales. La conférence des chefs d'État, c'est l'organe suprême qui
prend les décisions à l'unanimité bien sûr des chefs d'État, qui sur papier, tout ce que je suis en train de dire, a la décision d'apprécier qui entre et qui sort de la zone franc CFA, etc. Mais dans la réalité, c'est la France, et rien que la France, qui prend la décision, pour une raison simple. Ceux qui vont entrer dans la zone franc CFA vont utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est-à-dire le franc CFA, qui appartient 100% à la France. Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Donc il est tout à fait normal, il est tout à fait logique que la France apprécie en dernier ressort qui entre et qui sort de la zone franc CFA, puisque celui qui va venir va utiliser la monnaie qui lui appartient. C'est déjà le premier point. Deuxième point, pour ceux qui savent observer, ils auront vu le cas, puisque la conférence des chefs d'État est censée prendre la décision à l'unanimité. Lorsqu'il fallait exclure la Côte d'Ivoire de Gbagbo de la BCEAO, eh bien la décision a été prise non pas à l'unanimité, mais par quelques chefs d'État africains que la France a réunis et a pris la décision. Parce que vous imaginez, Gbagbo en tant que membre, la Côte d'Ivoire de Gbagbo en tant que membre de la BCEAO ne peut pas voter contre elle-même. Vous voyez? Donc ça ne mérite même pas un débat. Ce sont des faits. Bien. Il s'agit, je rappelle, de poser les problèmes. Il ne s'agit pas de dire je suis pour ou contre le Gbagbo. Ce n'est pas ça le problème. Nous sommes dans un système, je ne dirais pas néocolonial, mais colonial, que beaucoup d'Africains ne savent pas. Donc c'est ce qu'il faut expliquer. Donc au niveau des institutions. Deuxième institution, nous avons ce qu'on appelle le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui a le pouvoir de dévaluer ou de réévaluer le franc CFA. Toujours sur tout ce que je dis, c'est sur le papier. Le Conseil des ministres qui a le pouvoir de définir la politique de monnaie. Et là, vous parlez de la politique de développement. Le Conseil des ministres africains ou européens? Non, c'est le Conseil des ministres africains. D'accord. C'est-à-dire ceux qui gèrent les économies de leurs États. Qui gèrent le franc CFA. D'accord. Voilà. Et ça, c'est sur papier, parce que tout ce que nous récitons, nous prenons les textes officiels. Mais en dehors de ça, une fois on a fini de lire le texte, quelle est la réalité? La réalité, comme je l'ai dit, c'est la France qui gère. Pourquoi? Prenons le cas de la dévaluation du franc CFA de 1994. Qui a pris la décision de dévaluer le franc CFA? Eh bien, la réponse, elle est donnée de façon officielle, c'est la France. Et qui nous le dit? C'est le Premier ministre français, en la personne de M. Edouard Balladur, qui nous dit que le franc CFA a été dévalué à l'instigation de la France. Parce que, semble-t-il, que c'était une bonne chose pour les Africains. Mais il va plus loin pour dire la monnaie n'est pas un sujet technique, mais politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des pays. C'est M. Balladur qui le dit. C'est M. Edouard Balladur qui le dit. D'accord. Question que les Africains doivent se poser, mais puisque le franc CFA est censé appartenir aux Africains, pourquoi la France vient d'évaluer le franc CFA, sachant que la monnaie ne lui appartient pas. Sachant que la monnaie est un sujet politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des pays. Pourquoi lui qui est à l'extérieur vient d'évaluer? Eh bien la réponse elle est connue. Parce que le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, appartient à la France. Donc rien que par là, Edouard Balladur a tout simplement montré, c'est pas lui seul, il parle au nom du gouvernement, que les Africains ne sont pas indépendants. Parce que dans tous les pays du monde, lorsqu'un pays acquiert l'indépendance politique aujourd'hui, le lendemain, ce pays-là sort sa monnaie. Condition sine qua non pour mettre en mouvement le génie de production, le génie créatif qui sommeille dans le peuple. Or, dans ce cas précis, ce n'est pas possible. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays au monde qui ont été colonisés et qui utilisent la monnaie de leurs anciens colonisateurs, en dehors des pays africains, francophones? À ma connaissance, je n'en connais pas. Donc on est le seul qui utilisant la monnaie de notre colonisateur. Nous sommes les derniers esclaves. C'est ça. Ce n'est pas de la métaphore, non, non, mais c'est ça le système. C'est ça le système. Donc,
Ça, c'est la deuxième institution. La troisième institution, c'est ce qu'on appelle les trois banques centrales. Les trois banques centrales qui sont la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCC, Banque centrale des Comores. Ces trois banques centrales sont encore gérées par la France. Pour mémoire, la Banque centrale est dans tous les pays du monde la mère de toutes les banques commerciales où le citoyen lambda a son compte. Lorsque vous voulez dominer un pays, et c'est ce qu'il faut bien retenir, il suffit de prendre la monnaie du pays. Lorsque vous avez la monnaie du pays sous votre domination, vous contrôlez la banque centrale. Et lorsqu'on contrôle la banque centrale, on contrôle toutes les banques commerciales et tous les circuits financiers. Et par conséquent, on domine toute l'économie et tous les êtres humains qui sont sur place, tous les agents économiques. C'est ça le système. Et dans tous les pays du monde, la banque centrale est toujours un établissement public. Donc, qui appartient à un État ou à un groupe d'États ayant la même monnaie en usage. Il y a des cas particuliers qui confirment la règle. C'est le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud. Pourquoi? L'Afrique du Sud, où la banque centrale est privée, est dans les mains des Africains, les racistes. Pourquoi? Parce que c'est l'une des conditions, c'est-à-dire que pour que Nelson Mandela puisse sortir de la prison, il a accepté certaines concessions, certaines conditionnalités. Et parmi les conditionnalités qui nous intéressent, eh bien, Nelson Mandela a accepté qu'on renvoie en Europe les réacteurs nucléaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Noirs aient accès à la bombe atomique. Ça, c'est la première condition. Vous avez des réacteurs nucléaires en Afrique du Sud? Oui, c'était pour protéger la race blanche. Et donc, dès que les Blancs... Avant que Nelson Mandela ne sorte de prison, c'était l'une des conditions qu'il fallait accepter. Qu'il n'y ait pas de réacteur nucléaire dans ce pays. Voilà, on renvoie tout ça. Parce qu'il ne faut pas que l'arme nucléaire soit dans les mains des Noirs, qui vont prendre le pouvoir politique. D'accord. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition qui nous intéresse, les Africains ont été appelés ici en Europe. On a dit, mais ce sont les mêmes Noirs qui sont là. Donnez-leur l'appareil politique. Videz de son sens, puisque c'est vous qui allez contrôler l'économie. Et pour contrôler l'économie, vous allez contrôler la banque centrale. Une fois que vous contrôlez la banque centrale, parce qu'ils sont aujourd'hui 7 ou 8%, ou même 9% en exagérant de la population, ce sont cette minorité blanche qui va contrôler, qui va continuer à contrôler l'économie. C'est ça. Donc, Nelson Mandela a accepté ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Afrique du Sud a sa banque centrale qui est privée, qui a toujours été privée et qui demeure privée malgré l'arrivée au pouvoir des Noirs. C'est ça. Parce que, comme je l'ai dit, c'est celui qui contrôle la banque centrale, qui contrôle toutes les banques commerciales et tous les circuits financiers. Et par conséquent, qui domine tout le pays. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc c'est la perpétuation de l'apartheid, mais atténuée. En ce qui nous concerne, la France maîtrise la banque centrale, les trois banques centrales. Comment? Pour mieux se rendre compte, il faut simplement rappeler qu'une banque centrale est par définition une grande entreprise. Et comme toute grande entreprise, elle a ce qu'on appelle un conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui gère la banque centrale. Et dans ce conseil d'administration, il y a des Français. Ce qui nous amène à donner ce qu'on appelle la composition de ces trois conseils d'administration pour ces trois banques centrales. Commençons par la BCC, c'est-à-dire Banque centrale des Comores. Aujourd'hui, je parle de ce qui se passe ici à l'instant où nous parlons. Il y a 8 administrateurs, dont 4 Français, c'est-à-dire 4 Comoriens, 4 Français. Deuxièmement, au niveau de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest,
il y a 16 administrateurs africains et 2 Français. Et au niveau de la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale, il y a maintenant 12 administrateurs africains et 2 Français. Évidemment, on peut objecter en disant mais le nombre des Français n'est pas important, on peut dire ça. Cette objection est caduque. Pourquoi? Parce que la Banque centrale, par exemple du Nigeria, du Ghana et de tous les autres pays hors zone franc CFA, dans leur conseil d'administration, il n'y a pas de Français. Non, il n'y a même pas, enfin peut-être pas de Français, mais les anciennes puissances coloniales. Oui, mais je parle même de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'il faut on est indépendant ou on ne l'est pas. Bien. Donc, non seulement les Français sont présents dans ces conseils d'administration de façon anormale, mais mieux, c'est que ces Français-là ont ce qu'on appelle le droit de veto. Je m'explique. On n'écrit plus le mot veto. Mais il y a une certaine façon de faire que n'importe qui peut vérifier si on s'intéresse à la question. Prenons la composition et prenons la BCC, Banque centrale des Comores. Il est dit ceci dans les textes que pour que le conseil d'administration comorien puisse se réunir, il faut au minimum 6 administrateurs présents. Or, il y a 4 Comoriens et 4 Français. Donc, si les 6 administrateurs, même si les 4 Comoriens sont là, mais à partir du moment où les Français ne sont pas là, le conseil d'administration ne peut pas se réunir. Mais ils vont plus loin pour dire, même si le conseil d'administration se réunit, pour que les décisions soient prises de façon valable, il faut qu'elles soient prises au minimum par 5 administrateurs. C'est-à-dire, certes les 4 Comoriens, mais au moins plus un Français. Voilà, c'est ça la finesse de la France. C'est ça qu'on appelle le droit de veto. En ce qui concerne la BCEAO, c'est le principe de l'unanimité. C'est-à-dire, pour que les décisions, en tout cas les décisions les plus importantes, il faut qu'elles soient prises non seulement par les 16 administrateurs africains, mais aussi plus les 2 Français. Il suffit que les 2 Français ne soient pas d'accord et puis les pays sont bloqués. Et si les décisions sont prises, mais elles sont en harmonie avec les intérêts de la France. C'est ça. Et de façon fine. Les Africains peuvent danser, tout ça. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est le même principe de l'unanimité qui s'exerce à la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il faut certes l'accord préalable des 12 Africains, mais aussi l'accord préalable des 2 Français. Sans cela, le principe de l'unanimité ne peut pas s'appliquer. C'est-à-dire il faut que les 14 soient d'accord. Or, la France, qui est dans son rôle, parce qu'il ne faut pas lui en vouloir, si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est nous-mêmes. La France est dans son rôle de colonisation. Mais une colonisation qui est atténuée, qui consiste à intégrer en elle quelques Africains qui, eux, vont contre leurs propres frères. C'est ça le système. C'est ce qu'on appelle la politique du 3e homme, on reviendra dessus. Donc vous voyez bien, pour que les Africains puissent bien comprendre, il faut rappeler avec force que la Banque centrale, c'est elle qui définit ce qu'on appelle, c'est écrit dans les textes, elle a pour rôle de financer le développement des pays africains. Vous voyez, puisque c'est elle qui produit l'argent. Et celle qui prend l'argent pour donner à l'État à travers le trésor public. C'est ça. Donc, pour dominer le pays, il suffit simplement de dominer le conseil d'administration de la Banque centrale. Et à partir de là, la politique de financement des crédits, la politique de ce qu'on appelle la politique du développement du pays, c'est la France qui définit cela pour les Africains. Autrement dit, le niveau de sous-développement socio-économique que nous connaissons dans la zone franc CFA, c'est bien la France qui définit cela. Donc, vous voyez bien qu'il n'est pas étonnant de constater que ce qu'on appelle le taux de bancarisation soit très faible en Afrique francophone. C'est-à-dire le nombre de personnes
qui ont accès à un compte bancaire. En étant généreux, normalement ça varie d'un pays à un autre, mais en moyenne c'est 10%. 10% des citoyens Voilà, sur 100 personnes, il y a 10 personnes, même pour éviter les fausses polémiques, on va arrondir ça à 15, qui ont accès à un compte bancaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Si vous, citoyen lambda, vous n'êtes pas connu par la banque, est-ce qu'elle peut vous accorder un crédit bancaire? Absolument pas. À partir de là, vous êtes même exclu. Vous ne pouvez même rien entreprendre. C'est ça le fond du problème. Donc, comme si ça ne suffisait pas, il y a ce qu'on appelle les 4 principes qui viennent renforcer tout ce que nous venons de voir au niveau des institutions. Écoutez, professeur Agbourou, c'est vraiment édifiant tout ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous découvrons, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, nous, citoyens lambda, qui utilisons cette monnaie, qui est le franc CFA. Et donc, vous venez de dire qu'il y a 4 principes, 4 autres principes, en dehors de tout ce que vous avez dit, qui est déjà très lourd et plus difficile à comprendre pour le citoyen lambda, et ce sera dur à intégrer. Les 4 principes qui nous enfoncent encore de plus belle, quels sont ces principes? Bien, donc nous allons d'abord les énoncer et après les expliquer les uns après les autres. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la centralisation des changes, ou alors les comptes d'opération. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Le troisième principe est le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. Et enfin, le quatrième principe, c'est le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Rappelons toujours que ces 4 principes ont été conçus à l'époque coloniale par et pour les colons. Donc, si vous voulez, on peut passer en revue ces 4 principes. Ce serait bien, voilà. Oui, ce serait bien pour les téléspectateurs. D'abord, le principe de la centralisation des changes ou alors le principe des comptes d'opération. C'est exactement la même chose. Eh bien, contrairement à ce qu'on a fait comprendre aux uns et aux autres, eh bien, ce principe-là génère des inconvénients majeurs, parmi lesquels nous pourrions citer ceci. Comme je vous ai dit que c'est d'origine nazie, eh bien, les nazis, rappelons-le, à travers le clearing, obligeaient donc la France et les autres à exporter vers l'Allemagne des produits dont l'Allemagne avait besoin. Et l'argent qui devrait être utilisé pour pouvoir payer les pays vassalisés comme la France, eh bien, l'Allemagne a ouvert chez elle, précisément à Berlin, un compte. Et au lieu de payer la France, elle prend son stylo et elle met un signe plus. C'est ce qu'on appelle créditer un compte. Et c'est comme ça l'Allemagne s'approprier les biens de la France et des autres pays. La France, qui a connu ce problème, l'a appliqué aux Africains pour tirer les avantages énormes, parmi lesquels nous pouvons citer ceci. 1. La France s'approprie, ou du moins s'approvisionne en matières premières africaines de façon gratuite. Et ça, vous pouvez lire non seulement les livres que nous avons mis sur la place publique, mais il y a d'autres auteurs qui ont été cités. Alors, s'approvisionner de manière gratuite, ça veut dire ceci. Lorsque la France fait obligation à ces pays africains de la zone franc CFA d'exporter vers elle des matières premières, eh bien, la France ne paye pas ces pays africains, mais elle prend son stylo. D'abord, elle ouvre au Trésor public français un compte. C'est ce qu'on appelle les comptes d'opération. C'est ce qu'on appelle les comptes d'opération. Donc un compte au nom de ce pays. Au nom de ce pays. Disons, on va dire,
un compte au nom de chaque banque centrale. Sachant que c'est pas au nom de pays. Sachant qu'il y a des pays qui sont membres de la banque centrale. Donc, le principe, avant de tirer les avantages pour la France, c'est que de 1945, il faut que les Africains le sachent, de 1945 jusqu'en 1973, eh bien, les Africains déposent dans ce compte 100%, l'intégralité, la totalité de ce qu'ils ont eu comme devise quand ils vendent, de 1945 jusqu'à 1973. C'est-à-dire, s'ils ont eu par exemple 1000 milliards de dollars, eh bien les 1000 milliards sont déposés intégralement en France au Trésor public français. Ça c'est de 1945 jusqu'en 1973. Et de 1973 jusqu'à l'an 2005, c'est 65%. La France s'est montrée gentille. C'est-à-dire, si les Africains vendent par exemple pour 100 milliards de dollars, ils ont eu 100 milliards de dollars, eh bien, ils déposent, ils donnent à la France 65 milliards. Ils donnent à la France? Oui, ils mettent ça dans ce compte. Et après, cet argent va où? On reviendra dessus. Ensuite, c'est de 2005 jusqu'à la seconde où nous parlons, c'est 50%. C'est-à-dire, s'ils ont eu, admettons, 200 000 milliards de dollars, eh bien, la moitié de 200 000, c'est 100 000. Donc 100 000 milliards, c'est déposé en France, à la seconde où nous parlons. Bien. Ça, c'est la méthode, c'est-à-dire c'est le fonctionnement. Maintenant, quelles sont les conséquences? Alors, la première conséquence est positive pour la France, car elle ne fait pas ça pour rien. C'est que, comme je l'ai dit, le fait même d'avoir ouvert les comptes d'opération ici, en France, eh bien, la France dit aux Africains, exportez vers moi des matières premières dont j'ai besoin et je vous paye en créditant votre compte, c'est-à-dire en mettant un signe plus sur votre compte. Mais elle ne débourse pas des devises pour payer ces pays africains, pour qu'on puisse bien comprendre. Imaginons un pays hors zone comme le Ghana exporte vers la France des produits. Eh bien, la France est bien obligée d'épuiser dans ses caisses des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, pour payer le Ghana, pour payer le Nigeria, pour payer tous les autres pays qui ne sont pas dans la zone franc CFA et qui n'ont donc pas leur compte ouvert au Trésor public français. Dans ce cas précis, comme les pays africains de la zone franc CFA ont des comptes ouverts au Trésor public, eh bien, la France met un signe plus, elle ne décaisse rien. C'est ça. Deuxième inconvénient. Donc, premier avantage pour la France, mais premier inconvénient pour les pays africains, c'est l'approvisionnement gratuit en matières premières africaines par la France sur le dos des Africains. Ça, c'est le premier avantage que la France tire. Deuxième avantage, c'est que puisque les pays africains exportent toujours vers la France et qu'ils doivent déposer, ou du moins ils continuent de déposer leurs devises dans ces comptes d'opération, eh bien, les Africains sont dépouillés de leurs devises. Pour mémoire, pour le citoyen lambda, qu'est-ce qu'on appelle devise? On appelle devise toutes les monnaies du monde, sauf la monnaie locale. Si vous êtes, par exemple, en Angleterre, eh bien, toutes les monnaies du monde, sauf la livre sterling, ce sont les devises. Ce sont les devises. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, toutes les monnaies du monde, sauf le CFA, sont des devises. Quel est le rôle des devises? C'est lorsque vous avez la monnaie des autres, que ce soit le dollar, que ce soit le yen, que ce soit le yen le japonais, le yuan chinois, etc. C'est quand vous avez les devises que vous pouvez acheter chez les autres. C'est ce qu'on appelle importer les biens, par exemple industriels, dont vous avez besoin pour pouvoir vous industrialiser et vous développer. Or, dans ce cas d'espèce, en dépouillant les Africains de leurs devises, non seulement la France s'enrichit, mais elle empêche de façon structurelle, de façon méthodique, de façon scientifique, les Africains à s'industrialiser. Puisque
leurs devises qu'ils devaient utiliser pour importer les biens d'équipement sont pris par la France. Alors, en gros, une question. Donc, les matières premières africaines ne peuvent être exportées donc exclusivement que vers la France et pas vers un autre. Ça a été, c'est écrit même dans ce qu'on appelle les accords de défense. Nous ne pouvons pas vendre nos produits à quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle les accords de coopération militaire, où il est écrit que pour les matières premières stratégiques, les Africains vendent en priorité à la France. Et c'est seulement quand la France ne veut pas qu'ils peuvent se permettre d'aller vendre à l'extérieur. Mais ça c'est écrit, hein, ça est dans les accords de défense. Hein. Mais ce qu'il faut surtout retenir, et ça c'est important, c'est que si vous n'avez pas de devise, vous ne pouvez pas importer des biens d'équipement, en tout cas tous les autres biens dont vous avez besoin dans le monde. Or, la France, justement, s'est approprié ça. C'est ce qui explique la sous-industrialisation des pays africains de la zone franc CFA. C'est ce qui explique pourquoi ces pays de la zone franc CFA sont extrêmement pauvres. Parce qu'il n'existe pas un seul pays développé dans le monde qui n'est pas industrialisé. La clé de voûte du développement passe par l'industrialisation. Donc la France, en dépouillant les pays africains de la zone franc CFA de leurs devises, automatiquement arriver à bloquer de façon structurelle leur développement. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Un autre inconvénient majeur, c'est que la France utilise les devises africaines qui sont dans les comptes d'opération. Ce que nous disons là, c'est officiel, hein, pour pouvoir payer ses dettes. Les dettes de qui? Ses dettes à elle. La France. De la France. Elle paye ses dettes avec les devises africaines. Voilà. Les dettes envers qui? Envers l'Afrique? Non. La France, en tant qu'un pays, est endettée, même surendetté, à l'égard des autres pays du monde. D'accord. Donc, ce sont les rapports Jean-Néné et Xavier de la Fournière que nous avons cités à Bodoma qui le disent, ce n'est pas nous. La France utilise les devises africaines pour payer ses dettes. La France utilise les devises africaines pour combler son déficit budgétaire. La France utilise les devises africaines pour combler ce qu'on appelle le déficit de la balance des paiements. Ce que nous disons là, c'est officiel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les citoyens de la rue. De la rue. Non. Ce sont les officiels. Donc ça, c'est connu. Mais encore faudrait-il s'intéresser. Deuxièmement, donc nous avons parlé de la sous-industrialisation. Ensuite, nous disons que le fait que la France applique ce nazisme monétaire, parce que c'est ça, le nazisme monétaire, applique ce nazisme sur les Africains, c'est ce qu'on appelle un génocide lent, scientifiquement programmé, je m'explique. Imaginons un seul instant qu'il y a 12 000 milliards de francs CFA bloqués ici pour les Africains. Ou bien on va dire 10 000 milliards, voilà, prenons 10 000 milliards. S'il y a 10 000 milliards de francs CFA bloqués pour les Africains en France, il faut voir quel est son équivalent en ressources humaines. Autrement dit, quel est le revenu par habitant d'un paysan africain de la zone franc CFA? Eh bien, je donne la réponse. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le véritable paysan dont nous parlons gagne en moyenne 100 000 francs CFA par an. Par an. 100 000 francs CFA par an. Ça veut dire que s'il y a 100 000 milliards, ou bien s'il y a 10 000 milliards qui sont bloqués, eh bien il suffit simplement de diviser les 10 000 milliards par 100 000, vous trouvez 100 millions. 100 millions de paysans littéralement privés de leurs revenus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Quelqu'un qui est privé de ses revenus, on le tue. On le tue. Il ne peut pas se soigner, il ne peut pas manger, il ne peut pas vivre. C'est ce qu'on appelle on le tue. Et c'est ce qu'on appelle un génocide. Parce que c'est une catégorie de personnes, ce sont des noirs qu'on tue. Exactement comme à l'époque coloniale, à l'époque de l'esclavage. Et ça, les économistes africains le savent.
Enfin, à part vous deux, à part les quelques... Donc tous les autres économistes africains le savent. Oui, si vous voulez, mais pour moi, ce qui est aujourd'hui important, il faut essayer de se concentrer sur les informations pour que les citoyens nord-africains qui nous écoutent puissent utiliser sa réflexion. Parce que si on veut accuser les économies, les chefs d'État, tout ça, on ne va pas s'en sortir. Il faut identifier parfaitement l'ennemi, c'est la France. D'accord. Qui fait ce truc-là. D'accord. Voilà. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce que moi j'appelle le génocide lent. Ensuite, il faut reconnaître que quand vous allez vous prenez par exemple les livres comptables, par exemple de la Banque de France, qui est la banque centrale de France, vous verrez qu'il y a de l'or déposé par les Africains en France. En dehors des devises, en dehors de l'or. Voilà, parce que justement, le franc CFA est soutenu par l'ensemble des devises africaines accumulées par les Africains et par les stocks d'or. C'est ça. Donc aujourd'hui, la France est le troisième pays détenteur de plus de 3000 tonnes d'or Africain. et grâce à l'or apporté par les Africains. C'est-à-dire les Africains qui se dépouillent de leur stock d'or pour donner à la France. Depuis l'ère coloniale jusqu'à l'instant où nous parlons. Et c'est ça le rôle du franc CFA. Pour dire, apportez-nous les devises, apportez-nous vos stocks d'or pour soutenir le franc CFA. Il suffit d'aller simplement voir, vous verrez que les stocks d'or sont présents pour les Africains. Mais qui profitent à la France. Ensuite, il faut aussi savoir, et c'est ça la violence, le franc CFA est une technique de mise au pas des dirigeants africains d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire, Demain, si on ne sort pas de la zone CFA. si justement on ne sort pas de la zone franc CFA, expliquons-nous. Puisque ce qu'on appelle, hier c'était 100%, maintenant on va dire 50%. 50% des finances publiques de l'État se trouvent en exil dans les mains de l'occupant. Vous venez de prendre le pouvoir, on va imaginer, vous venez de prendre le pouvoir, vous rébellez contre la France, vous prenez le pouvoir dans un pays de la zone franc CFA. Très bien. Mais si vous prenez aujourd'hui le pouvoir, on va dire, aujourd'hui on va supposer que c'est un lundi, ou bien du moins c'est un dimanche. Le lundi, vous êtes président, vous devez faire marcher l'économie, vous devez payer les fonctionnaires. Où est-ce que vous allez enlever l'argent? Puisque vous êtes l'utilisateur du franc CFA. L'utilisateur du franc CFA qui se produit où? Qui se fabrique où? Ici, en France, précisément dans la ville de Chamalières, qui se trouve près de Clermont-Ferrand. Donc c'est que là qu'on fabrique le franc CFA. C'est là la France produit le franc CFA. Qui est ici. Voilà. C'est là la France produit les francs CFA. Ça veut dire que si vous avez pris le pouvoir d'État et que vous vous rébellez contre la France, non seulement elle ne vous donnera pas les francs CFA et vous aurez affaire à vos fonctionnaires et à toute la population. Mais mieux, même si vous essayez de limiter vos ardeurs, mais vous devez déposer 50% de vos revenus en France. Donc si vous voulez faire si vous voulez vous rebeller, elle met la main sur les 50% qui sont dans les comptes d'opération et puis c'est fini. C'est ça la réalité, c'est la violence du franc CFA, ce qui veut dire que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contesté l'autorité de la France, ceux-là, dans le meilleur des cas, ont perdu le pouvoir. Sinon, c'est la vie elle-même. Juste une question, professeur. S'ils doivent déposer 50% de leurs revenus dans les comptes du Trésor français, oui. Et que la France ne paye pas les matières premières, que eux ils doivent vendre absolument et systématiquement leurs matières premières à la France. Donc d'où est-ce qu'ils trouvent ces revenus qu'ils doivent déposer à la banque Bon, je n'ai pas tellement bien compris votre question. S'ils ne vendent pas ailleurs qu'à la France les matières premières, non. C'est-à-dire qu'il faut rectifier, enfin pas rectifier, dans les accords
ils doivent vendre les matières premières stratégiques, mais toutes les autres matières qui ne sont pas stratégiques, ils peuvent vendre ailleurs. Ok, voilà. d'accord, ok. Et ce qu'ils gagnent. D'accord, ok. Alors, il faut bien, je vais profiter de votre question, pour dire les devises. Qu'est-ce qu'on appelle devises? Ce sont les monnaies étrangères. Comment ces pays peuvent avoir ces devises? Un, en vendant à l'extérieur. D'accord. Deux, en recevant de l'extérieur tous les transferts de fonds des Africains à l'étranger. Les Western Union, les Africains. Tout ça. Parce que quand vous, ici, vous envoyez des livres sterling, vous envoyez des dollars à des parents, vous croyez que le parent reçoit les dollars? Non. Le parent reçoit les CFA. Mais ça, c'est déjà un. Donc, transfert de fonds. Ensuite, les dons. Il y a des gens dans le monde qui disent, bon, je fais un don, je donne à la France et à l'Afrique. Si c'est un pays de l'Afrique francophone, ces dons-là, si c'est libéré en dollars, eh bien, ça vient dans la main de la poche de la France. Mais mieux, et l'élément le plus important, lorsque ces pays de la zone franc CFA vont aller prendre l'argent des autres, aller s'endetter, c'est ça, ils vont prendre les dettes. Tout ce qu'ils reçoivent sous forme d'emprunt, même libéré en dollars, libéré en devises. En devises étrangères. Ces 4 sources de devises, toutes ces devises, il y a un seul pays, un seul dans le monde qui doit convertir en CFA, c'est la France. Et si par exemple aujourd'hui je vais me promener avec mon billet de 1000 francs CFA, chercher à changer cette monnaie ici en France, où est fabriquée cette monnaie, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que quelqu'un va pouvoir me changer cette monnaie? Là, on parle de la conversion. On reviendra sur ça. D'accord. Okay. Mais ce que je voudrais que les Africains comprennent, c'est la raison pour laquelle la France a un intérêt objectif à soutenir tout dirigeant africain qui s'endette. Parce que quand le dirigeant africain a fini de s'endetter, qu'il a eu des devises, ça vient à qui? Ça revient à la France. À la France. Donc vous-même, mettez-vous à la place de la France. Mettez-vous, parce que ce qui fait, disons, ce qui trahit les Africains, et ils croient que c'est avec les émotions, avec les sentiments qu'on développe le pays. Non, en économie, on est froid. On est froid. Tous les pays du monde sont toujours dans un conflit d'intérêts. Donc, on peut avoir à la tête d'un pays, n'importe lequel de la zone franc CFA, qui peut aller prendre partout de l'endettement, mais ça arrange la France. Il y en a qui se trompent et disent, oui, aujourd'hui en France, il y a les communistes, il y a les socialistes qui sont au pouvoir, ça va nous avancer. Non, ce n'est pas comme ça. Un chef d'État a un intérêt, il l'a élu pour les intérêts de son pays. En tout cas, dans les pays civilisés. C'est comme ça. Et les nôtres dans l'intérêt de la France. Et nous autres, malheureusement, parce que ça dit que nous expliquons le système pour que chaque Africain qui nous écoute comprenne. Très bien. Et s'il a la possibilité, apporter la contradiction. Mais ce que nous disons là, ce sont des faits. Il y a un seul pays au monde, un seul, qui détient ce pouvoir de convertir les devises africaines. Africaine de France, de la zone CFA. C'est la France. Donc, si vous êtes un pays et vous êtes un président africain et que vous vous endettez, eh bien la France se frotte les mains. Parce que ces devises que vous allez avoir vont lui revenir. C'est ça l'élément important. Si vous vendez, on reviendra dessus. Les paysans vont souffrir, ils vont vendre la noix de cajou, ou bien l'anacade, ils vont vendre tout ce que vous savez. Mais à la fin des fins, puisque ça sera vendu, ils vont recevoir les devises. Mais la France, elle est assise là, et puis elle frotte les mains. On viendra lui donner. Et ainsi de suite. Bien. Et ces devises, enfin ces devises africaines qui sont stockées ici, oui. Est-ce qu'elles reviennent aux Africains sous une forme... Sur le plan théorique, ça appartient aux Africains. Oui, mais est-ce que ces devises, ils mettent la main dessus quand ils en ont besoin ou pas? Je dis sur le plan théorique. Parce que
pour ceux qui ont suivi l'intervention d'un certain Bruno Gabriac, qu'on appelle Monsieur CFA à la Banque de France, il disait que les Africains, et c'est là, si vous me permettez, on arrive directement sur le deuxième principe, qu'on appelle le principe de la libre convertibilité. Ce principe dit ceci: quelle que soit la quantité de devises que les Africains vont présenter à la France, eh bien, la France pourra convertir hier en francs français et aujourd'hui en euros. C'est ça le principe de la convertibilité. Donc, c'est un avantage pour les Africains. Bien. La réalité, elle est autre. Pourquoi? Le franc CFA, à l'instant où nous parlons, n'est pas une monnaie convertible dans aucun pays du monde. C'est-à-dire, vous prenez le franc CFA, dans votre poche, vous allez en Angleterre, vous entrez dans une banque, convertissez. Je vais le faire. Ils ne vont pas accepter, on dit on ne connaît pas. Je vais aller. Vous venez, je crois que vous deviez même vérifier avant de venir à l'émission. Vous allez Je viens en juste France, de recevoir ce billet. En France, vous allez tout près dans une banque à côté, convertissez, on dit non, on ne connaît pas. On ne convertit pas ça. C'est ce qu'on appelle une monnaie n'est pas convertible. Par contre, vous dites, bon, vous ne voulez pas convertir. Voilà le dollar. Tout de suite, on va convertir. Et on vous donnera la monnaie locale qui est ici, l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde. Vous présentez le dollar, ils vont convertir. Vous présentez l'euro, ils vont convertir. C'est ce qu'on appelle les monnaies convertibles. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertible dans aucun pays. Et comment on fait pour convertir si on veut venir en Europe, par exemple, ou bien voilà. Ça, si on veut voyager dans le monde? Il faut, pour ceux qui sont en Afrique, il faut que, par exemple, si vous êtes de la Côte d'Ivoire, eh bien, et que vous avez, admettons, je ne sais pas, des CFA, eh bien, c'est depuis la Côte d'Ivoire que vous devez convertir en euros, si vous voulez venir en Europe. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Ah, vous ne venez pas avec les CFA ici? Non. Si vous venez avec des CFA dans la poche, vous allez les garder jusqu'à ce que vous repartiez. Waouh. Mais vous ne pouvez pas les convertir. D'accord. Donc, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Elle est convertible sur le plan local en monnaie étrangère parce que tout ce point, c'est pour eux une technique de contrôle aussi. Et qu'est-ce que vous appelez donc libre convertibilité? Voilà, la libre convertibilité, justement, comme ils le disent, selon le principe. C'est-à-dire que vous pouvez, en principe, selon le principe, convertir de façon libre, sans aucun problème, vos CFA en monnaie locale. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, aux États-Unis, en Australie, partout, au Zimbabwe, dans n'importe quel pays, vous pouvez le convertir librement en monnaie locale. Très bien. Ce qui n'est pas vrai. D'accord. Mais pire, nous avons d'un côté ce qu'on appelle la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, qui utilise le franc CFA. La BCAO, donc ça c'est l'Afrique centrale. La BCAO pour l'Afrique de l'Ouest, où il y a les CFA, mais si c'est BCAO, ça c'est BCAO. Ça. Ils ont mis BCAO. Et si je vais au Congo avec ça? Si vous allez au Congo-Brazza et au Cameroun, en un mot, dans un pays de l'Afrique centrale. Et je vais payer mon taxi avec ça? Ils ne vont pas prendre. C'est des francs CFA? Pourtant, ce sont des francs CFA. Ouais. Mais ce n'est pas, ça ne marche pas. Oh, expliquez, professeur, s'il vous plaît. Non, mais c'est la réalité. Si un Camerounais prend les francs CFA... Qui viennent du Sénégal? Où c'est mis? BCAO. Non, BEAC. BEAC. Parce que lui, il est de l'Afrique centrale. D'accord. Et qu'il va, par exemple, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, s'il va sur le marché, on ne va pas prendre. En un mot, les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest et les francs CFA de l'Afrique centrale ne sont pas interchangeables. Non, ça ne marche pas. Ok. Alors, comment on fait pour communiquer dans l'économie de ces deux zones? zones? Très bien. C'est fait exprès pour que, justement,
ces deux zones dites monétaires, pour qu'il n'y ait pas justement commerce entre les Africains. Tout le monde sait, mais au niveau de la métropole, c'est-à-dire au niveau de la France. Alors, donc si je vais changer, si je veux aller au Sénégal et j'ai des francs CFA de l'Afrique, de la BAC, ici c'est écrit BCAO, comment je fais pour utiliser mes CFA dans la zone BCAO? C'est-à-dire que vous dites que vous avez un billet franc CFA mis BAC, c'est ça? Ça c'est BCAO. Bon, donc on va prendre, vous avez un billet BCAO. Oui. Et je veux aller dans la zone BAC. Et vous allez dans la zone BAC. Avec mon billet. Eh bien, quand vous allez là-bas, vous n'allez pas directement sur le marché. Non. Je fais quoi? Vous allez partir dans une banque pour pouvoir faire le change. Et le change sera, si j'ai 1000 francs, on me donnera 1000 francs de là-bas ou bien on me prendra des frais? Voilà, on vous donnera 1000 francs de là-bas. Ah, et puis on va prendre des frais, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, prenons un cas comme les pays de la zone euro. Lorsque vous êtes en France, qui utilise l'euro, et que vous allez en Allemagne, au Portugal, etc., c'est la même monnaie. Ce qui a pour but justement de faciliter les échanges commerciaux. Ouais. Ici, ce n'est pas possible. Les citoyens lambda, et le plus souvent, Dieu seul sait quel est le taux d'analphabétisme élevé. Il a son argent, il va au marché, il ne peut pas utiliser. Il faut qu'il aille à la banque. Et pourtant, on dit que nous sommes dans la même zone monétaire, c'est ça. Et le résultat, c'est que les échanges intra-zones, c'est-à-dire les échanges entre les Africains de l'Ouest et les Africains de l'Occident, le taux d'échange c'est autour de 15 à maximum 20%. Parce qu'il n'y a pas de communication commerciale. Parce qu'il y a cloisonnement, parce que la monnaie est au cœur des échanges commerciaux. Et c'était justement pour empêcher que les Africains commercent entre eux. C'est ça qu'il faut retenir. Se donner